Donc on va parler des 10 ans passés, de là où on en est, et des 10 ans à venir. Donc moi je suis Guillaume Dezombre, je suis le directeur de l'Absense. Donc on a des personnes qui arrivent encore. N'hésitez pas à vous installer. Donc je suis le directeur de l'Absense. L'Absense, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne alors non seulement les médias, mais des acteurs dans le tourisme, dans l'e-commerce, sur tout ce qui a trait à l'IA pour transformer leurs process, optimiser l'analyse et le tagage des contenus. Je ferai une partie publicitaire un peu plus à la fin pour expliquer tout ce qu'on a fait. Mais voilà, donc ça fait plus de 10 ans. Donc on est pré-GPT et en même temps on a vu GPT naître, donc notamment GPT-1, Google BERT. Donc j'en parlerai rapidement. Généralement, j'aime bien commencer pour avant de parler du passé et du futur, savoir aujourd'hui qui parmi vous utilise de l'IA pour produire du contenu. Donc voilà, on est à peu près à 80-90%. Ça tombe bien, vos enfants, tout le monde aujourd'hui utilise l'IA, donc c'est un des grands changements sur les 10 ans passés. Donc vous utilisez, alors je ne sais pas d'ailleurs, c'est intéressant, qui utilise autre chose que ChatGPT? D'accord, donc c'est déjà bien. Généralement, on est sur, historiquement, on était vraiment sur du 80% aussi de ChatGPT, mais aujourd'hui, il y a Mistral, donc le chat, Grok, Perplexity, Claude, Gemini, qui fait son retour en force. J'aurais pu vous montrer des courbes d'usage, mais en gros, sur les plateformes où il y a plusieurs IA, on voit que dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il y a une utilisation assez forte de ce nouveau modèle. Sur les dernières semaines, clairement, Gemini est le plus puissant sur un certain nombre de cas d'usage. Après, sur d'autres cas d'usage, on verra qu'il y a d'autres modèles qui peuvent être intéressants. Qui a déjà généré des images? Ok, donc pareil, on a un bon niveau. Aujourd'hui, au niveau image, donc je vous invite à tester si vous ne l'avez pas fait. Donc Nano Banana de Google, clairement un des meilleurs. On est sur l'image, il y avait encore pas mal de soucis sur les dernières années. Alors, il y avait Midjourney qui était vraiment l'équivalent de ChatGPT, mais sur la partie image. Très clairement, aujourd'hui, même Midjourney a du mal à sortir du lot parce que tous les gros acteurs du marché se sont développés. Adobe a fini par intégrer tous les modèles en parallèle de son propre modèle. Je vous invite à tester Mistral, qui est historiquement, alors pas forcément connu sur la partie image, mais plutôt bon sur les images. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur un sujet sur l'image qui est à peu près réglé. C'est-à-dire, on peut faire. Enfin, c'est très difficile de cerner une image qui est générée ou pas. Donc, ils ont tous des systèmes où normalement il y a une sorte de watermarkage qui permet d'identifier ça. Mais à l'œil nu, c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Et d'ailleurs, alors les dernières nouveautés sur les images, c'est qu'on va assez loin. Il y avait toujours des problèmes. Je ne vous ai pas mis ce qui se passait avant, mais dès qu'il y avait du texte, il n'y avait pas forcément de respect du texte. Voilà. Et aujourd'hui, ça c'est une infographie que j'ai fait générer justement pour la conférence où il y a une sorte d'historique sur les 10 dernières années sur la génération de texte, d'images et vidéos. Tout est généré par Nano Banana. Donc on arrive à vraiment générer des choses très complexes. Et c'est bien la particularité d'ailleurs de Gemini sur cette partie-là, une capacité à injecter du contexte, de l'information dans des images. Et là, vous voyez bien, hein, d'ailleurs, ça symbolise un peu ce que je viens de dire. Sur la génération de texte, on est passé en 10 ans de choses assez simples à aujourd'hui des choses très très matures au niveau du texte. On trouvera toujours des limites, on en parlera. Sur la génération d'images, pareil. Alors il y a quelques années, je pouvais encore montrer des choses où on se transformait en des personnages connus, etc. Aujourd'hui, sur les images, je l'évoquais juste avant d'aller très très loin. Et sur la vidéo, c'est un peu la nouveauté. D'ailleurs, hier, il y a eu deux modèles qui sont sortis. Deux nouveaux modèles, donc de Runway, qui historiquement est très très bon sur ça. Et on a aussi Kling, qui est un acteur chinois qui a sorti un nouveau modèle. Alors, je pourrais vous lancer plein de... Il n'y aura pas le son. We made something quite special. We made something in a category all of its own. Ok, voilà comment on commence. On trouve un arbre et on le frappe. Derrière, on arrive à générer à peu près tout ce qu'on veut. Technos du vendredi 7 novembre. L'Absense explique l'actu IA. J'ai vérifié mon petit déjeuner. D'une photo qu'on peut fournir. Dans une petite...
Et le dernier point, c'est les contenus multimodaux. Donc les vidéos et contenus multimodaux, on n'en parlait pas trop avant. Aujourd'hui, on peut générer, alors c'est assez bluffant, je ne sais pas qui a utilisé Notebook LM. Voilà, donc je vous invite tous à tester Notebook LM, c'est un des outils les plus puissants, c'est proposé par Google, c'est particulièrement adapté. Et pour certains d'entre vous, lors du Field, donc un festival organisé par West Media Lab, c'est assez intéressant. Il y avait pas mal de cas d'usage utilisant Notebook à la fois pour chercher dans des archives et pour transformer des contenus en podcast. Donc très très puissant. Aujourd'hui, on génère des présentations intégralement aussi avec de l'IA. Ça, c'est une visualisation de Notebook LM. Donc il y a non seulement du podcast, mais on peut générer des cartes mentales, on peut générer des fiches d'apprentissage, pas mal de choses. Et après, il y a d'autres sujets où on va avoir aujourd'hui aussi la génération ou la gestion du vocal. Et alors j'avais oublié, mais on a aussi ce qui arrive, et alors c'était déjà assez intégré en termes d'assistants, mais aujourd'hui on peut générer des sites, des applications, des jeux, donc à partir d'une idée très rapidement, très bluffant, Google AI Studio, Lovable, donc ça c'est un certain nombre d'acteurs qui sont, aujourd'hui vous n'avez plus besoin de coder, vous pouvez prompter le développement de sites ou d'applications. Et ça, on est sur des sujets où là, il faut maîtriser un peu plus le code si on veut utiliser ces IA-là. Donc, d'ailleurs, sur ces sujets code, qui a déjà vibe codé, puisque c'est le terme? Non? Donc ça, c'est, voilà, dans un an, je pense que la moitié de la salle aura vibe codé. On part d'une idée, voilà, en très peu de temps, on peut arriver à quelque chose de très satisfaisant. L'autre question que je posais avant sur la partie texte, c'était qui avait produit ou généré plus de 1000 contenus dans la salle? Non, voilà. Donc on est généralement, il y avait un sujet, et je vais y revenir, c'était toutes ces IA, et notamment les IA génératives, sont très fortes, mais en tant qu'assistance. C'est-à-dire qu'on a besoin de revoir, on a besoin de leur parler, on a besoin d'échanger, de contrôler. Et d'ailleurs, je dis souvent qu'il faut plus, autant d'intelligence, voire plus d'intelligence derrière l'ordinateur pour contrôler ces IA, parce que elles produisent un contenu qui paraît tellement naturel, tellement juste, que cerner une petite erreur dans une citation, dans des termes, dans l'approche, nécessite vraiment une bonne connaissance des sujets. Petite parenthèse, le film Her. Qui a vu le film Her? Voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, à voir absolument. Très beau film, et notamment qui a trait au sujet de l'IA et de l'IA qui accélère. Et justement, on en vient au sujet, on est un peu à un point de bascule. Donc je vais revenir sur les 10 ans passés et sur les 10 ans à venir. C'est assez intéressant de le faire maintenant, puisqu'on a été jusqu'à présent sur 10 ans, on va dire, d'assistance principalement. C'est-à-dire l'IA vient est contrôlée et managée par des humains. Donc on a eu pas mal d'automatisation. On a commencé avec ce qu'on appelle le traitement automatisé des langues, ou NLP en anglais. On est allé sur l'IA symbolique avec ChatGPT, l'IA générative avec notamment ChatGPT. Mais voilà, on était dans une logique où l'IA répondait à l'humain. Les 10 prochaines années, sur un certain nombre de sujets, on va rentrer dans une forme d'autonomie des IA avec des agents autonomes. Et donc ça va permettre de faire un certain nombre de choses, et notamment de répondre à des problématiques à la fois de qualité et de nombre de contenus. Donc je rentre dans le vif du sujet. Les 10 dernières années, je parle de décennies fondatrices parce que très clairement on a eu une forte accélération, c'est-à-dire que on a parlé d'IA depuis les années 1960, mais vraiment sur les 10 dernières années, il y a eu une accélération. Donc si je reviens en 2015, à l'époque on parlait de robojournalisme. On était peu nombreux, on était 2-3 sociétés à faire ça, quelques groupes à se lancer là-dessus, et dans chaque pays. Et on a commencé donc à automatiser la production de contenu dans les médias. Donc c'était sur des rapports financiers pour AP, Associated Press. Nous, l'Absense à l'époque, on générait plus de 500 000 contenus déjà, mais plus dans l'e-commerce et le tourisme. En 2018, donc voilà, on a progressivement automatisé plus de choses, des aides à la rédaction, au tagage, donc intégrées dans les CMS. Donc nous, ça fait partie des choses, et c'est à ce moment-là, nous, qu'on est rentré un peu sur l'univers des médias pour travailler sur l'automatisation de contenu, notamment dans la météo, pour les élections, là où il y avait beaucoup de data. Donc on faisait historiquement tout ce qui était inhumain.
Et ensuite, il y a eu le gros choc, donc c'est 2022, le lancement de ChatGPT. Donc ça faisait depuis quelques années qu'il y avait des modèles génératifs, mais il y avait toute la question de l'interface, quelle interface pour faire décoller ça. Et très clairement, OpenAI a fait un très très beau coup, et ils ont pris, on va dire, d'assaut les usages, et ils ont démultiplié ça. Nous, en 2018, quand on parlait d'IA, on était très très peu à en parler, le grand public ne connaissait rien de tout ça. Voilà, avec ChatGPT, on se retrouve avec des enfants, des adultes, des ados qui utilisent tous ChatGPT pour générer des contenus. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est à un stade où il y a une adoption qui est quand même massive. Et pour autant, on a pas mal de gens, de sociétés qui sont perdus, parce qu'il y a énormément de modèles, énormément de possibilités, et il y a beaucoup d'enjeux en termes de choix sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec les IA. Donc très rapidement, c'est ce que je disais, on était dans une décennie un peu au début de transformation silencieuse avant ChatGPT. On parlait un peu d'IA, mais voilà, tout le monde a essayé, Le Monde, l'AFP. Alors, on parle souvent de génération de contenu, mais il y a aussi tout ce qui est transcription, traduction. Voilà, donc il y a pas mal de cas qui ont nécessité ou utilisé des IA. Nous, aujourd'hui, on produit 40 000 articles par jour, donc on est vraiment sur des sujets que je qualifierais d'inhumains. Donc c'est souvent du serviciel, c'est là où il y a énormément de data, météo, sport, c'est là où on va intervenir. On avait cette peur, on va dire, de remplacement, mais on est plus dans une aide sur un certain nombre de sujets et dans la fabrique de l'information ou transformation de l'information. Donc ce que l'IA fait aujourd'hui déjà dans les rédactions, on va retrouver au-delà de la génération et du tagage de contenu pour des enjeux souvent SEO. On va avoir tout ce qui est transcription audio-vidéo. Aujourd'hui, les journalistes très rapidement peuvent récupérer tout le contenu d'une interview de façon rédigée et après peuvent le retravailler. Toute la partie recommandation de contenu, donc que ce soit pour des newsletters ou sur les sites. Sur la veille et la curation, très clairement, et je reprends le sujet Notebook LM. Bien évidemment, il y a les Panama Papers, mais voilà, on peut parcourir et analyser des contenus, retrouver des faits saillants. Donc, c'est ce que la DPH a expliqué très très bien lors du fil. Donc, l'utilisation de Notebook LM pour vraiment aller chercher des informations dans des contenus propres. Attention toujours sur ces sujets-là. Il y a certaines plateformes, par exemple, il y a Google Pinpoint qui va encore plus loin. Mais vous partagez sur Pinpoint, vous partagez vos contenus avec Google. Donc toujours bien regarder sur ces sujets-là. Et par définition aussi, même si voilà, il ne faut pas aller trop loin, dès qu'on est hébergé, s'il y avait des coordonnées, on m'a posé la question des coordonnées d'informateurs très pointus, tout ce qui est hébergé sur le cloud est par définition accessible à toutes les agences de surveillance françaises, étrangères. Donc là encore, il faut de la vigilance. On est aussi rentré dans une logique de traduction automatique. On voit bien aujourd'hui que tous les sites, tous les contenus peuvent être rapidement adaptés dans toutes les langues, avec une vraie problématique d'ailleurs associée à ça. Et l'IA, on a de plus en plus de... Enfin, c'est facile pour des acteurs étrangers de venir en France, se lancer plein de sites régionaux par exemple. Pas forcément bien intentionnés. Le dernier point, c'est le fact-checking. Aujourd'hui, en effet, le fact-checking est quelque part facilité par de l'IA. Les surprises sur cette décennie, alors on est clairement rentré dans une logique où ça a tellement accéléré que tout le monde peut produire du contenu, donc les gens bien intentionnés comme mal intentionnés. Donc là, il y a... Alors on va le voir, c'est pas forcément que le contenu d'ailleurs. Aujourd'hui, le coût du travail en fait enfin la valeur du travail a tendance à baisser parce que tout devient facile et on va parler bientôt d'IA incarnée avec des robots dans les voitures, etc. Et il y a une vraie question aujourd'hui de où est la valeur. Donc c'est à la fois intéressant de voir que ça accélère, mais ça pose beaucoup de questions. Toujours malgré tout en positif, je pense que les journalistes sont quand même massivement intégrés. Alors on parle souvent de shadow. De shadow use of AI, mais voilà, ils n'utilisent pas forcément les outils fournis par les sociétés, mais tout le monde utilise ChatGPT d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'ailleurs dans les médias ou dans d'autres sociétés, c'est ce qu'on voit. Et finalement, tout le monde a adopté assez facilement et rapidement l'IA. Avec par contre toujours des questions, c'est je peux l'utiliser à titre personnel ou dans un certain nombre de cas, mais à quel moment je peux l'utiliser pour passer en production et sur des articles qui sont publiés.
Et après, on a beaucoup de nouveaux formats, donc que ce soit des threads, des newsletters, des podcasts. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de démultiplier les formats sur un seul contenu. Et alors, je discutais justement avec un journaliste avant qui me disait, mais lui, il était presque content parce qu'avant, un contenu s'arrêtait sous une forme. Là, il peut vivre sous différentes formes. Ouest France parlait d'ailleurs d'une expérience de chatbot à l'occasion des 24 heures du Mans, où ils avaient intégré les journalistes dans ce projet-là. Il y avait une satisfaction des journalistes de voir que des articles étaient repris pour nourrir finalement le chatbot. Et donc ça faisait vivre le contenu et parfois même ça donnait des idées de contenu à produire. En négatif, il y a pas mal de choses. Alors, très clairement au début, c'est peut-être petit à petit moins le cas, mais une explosion de contenu pas forcément très intéressant, ce qu'on appelle du spam. Il y avait les sujets d'hallucination. Tout le monde est familiarisé avec l'hallucination. L'hallucination, quand on parle d'IA, c'est toutes les erreurs. Donc, c'était 6 doigts sur des mains, c'était des jambes qui étaient mal croisées. Sur des vidéos, il y avait souvent le test de la gymnastique. Si vous faisiez des générations de vidéos sur la gymnastique, ça partait dans tous les sens. Voilà, donc en vidéo, il y avait le respect en fait des lois de la nature. Sur les textes, on peut encore avoir, il y a toujours un risque d'hallucination. Ça peut être des fautes d'orthographe ou des répétitions, des problèmes de sens. Donc il faut être très vigilant. J'avais fait un test il y a un an. Il y avait une votation, pardon, c'est fait très suisse. Il y avait un vote à Paris sur les trottinettes. C'était même il y a un peu plus d'un an. Pour ou contre les trottinettes, donc tout le monde devait voter. Et donc j'avais demandé à l'IA de générer les arguments en faveur et contre les trottinettes à Paris. Et ChatGPT m'avait dit que pour les personnes à mobilité réduite, les trottinettes électriques étaient très pratiques. Donc je voyais pas du tout mon père sur une trottinette. Voilà. Donc et parfois quand on le lit rapidement, ça peut paraître juste, mais voilà. Donc il y a une vraie logique et un vrai risque d'hallucination qui diminue. On est à peu près dans les, pour faire simple, dans les 3-4%. Là, on était à 10% ou 15% il y a 1 ou 2 ans. Donc le risque d'hallucination diminue. Après, un autre sujet, c'est la crise de confiance, la possibilité de distinguer ou pas ce qui tient de l'IA ou pas. Donc nous, généralement, et avec tous les médias avec lesquels on travaille, et globalement, tous les médias ont une charte. Donc ça, c'est normé, c'est supervisé, ou c'est très clairement libellé comme étant des contenus générés par IA. Il y a toujours la question du SEO. Google a dit depuis 10-15 ans que tous les contenus utiles pouvaient être indexés. Donc pour l'instant, ils restent à peu près sur cette logique-là. Ils sont capables de détecter ce qu'on appelle des chaînes de Markov, donc des probabilités, des textes qui ont de fortes chances d'être générés par des IA. Alors parfois on revient au début du SEO où on fait des fautes exprès pour ne pas être détecté, mais on ne conseille pas ça. Et après, avec les IA, le problème c'est que tout le monde peut produire à peu près la même chose et il y a un risque d'uniformisation. Donc là, je pense qu'il y a, on va dire sur ces enjeux-là, la plupart des médias ont déjà réagi. Nous, on voit de plus en plus de médias qui nous disent on revient sur du contenu plus qualitatif, on est un peu moins à relayer tous les mêmes sujets sur l'AFP. Si on prend la presse régionale, elle a une vraie force à capter des informations, à relayer des informations locales et que d'autres ne peuvent pas faire, plutôt que relayer le Xème article sur Donald Trump ou Elon Musk ou d'autres encore. Donc voilà pour les quelques surprises positives et négatives. Le bilan, on va dire qu'il y avait une vraie crainte. Alors nous, on l'a beaucoup vécu parce que on l'a ressenti au début. Le robot journalisme, c'était quelque chose qui effrayait il y a 10 ans. Oh là là, tout va être robotisé. Et à chaque fois, on disait non. Et alors, en plus, quand on parle un peu de prospective, il y a 10 ans, il y avait des gens brillants qui disaient si le risque, c'est dans 10-15 ans, tout soit automatisé. En fait, on est 10 ans après et non, tout n'est pas robotisé. Le robot donc n'a pas remplacé le journaliste. Et ça a toujours été un peu notre philosophie. On voit plus vraiment l'automatisation ou l'IA sur des choses assez pénibles. Et aujourd'hui d'ailleurs, voilà, alors les rédactions ne sont pas encore totalement prêtes, tout le monde n'utilise pas. Il y a encore beaucoup de choses où on voit que l'humain aujourd'hui est indispensable et au cœur des rédactions. Et par contre, on voit des gains de productivité, donc des gens des journalistes qui reviennent à une interview et 10 minutes après ont un texte, l'interview totalement transcrite, etc. C'est très agréable. Je parlais de Notebook LM tout à l'heure, des gens qui ont un podcast à la suite d'une conférence ou d'une journée
d'atelier, c'est aussi assez agréable. Donc il y a plein de choses où on voit qu'on a un gain de productivité. Le tagage aussi, la classification et le tagage d'articles, on travaille pour plus d'une dizaine de rédactions sur ces sujets-là, c'est quelque chose d'assez pénible, les tags n'étaient jamais les mêmes. Voilà, c'est important pour les archives, c'est important pour le SEO, mais pas forcément apprécié des journalistes. Le futur, donc tout à l'heure je parlais de futur fou et je parlais de l'ère de l'IA autonome versus plus l'assistance. Le parallèle que je fais là-dessus, c'est un peu comme les voitures, donc on va arriver là dans les... Alors en France, on ne voit pas ça, mais aux États-Unis, il y a tous les voitures, les Waymo, il y a les Tesla qui ont activé ça. Et quelque part, on peut faire le parallèle. Avant, on assistait les IA pour progresser, sinon on se prenait un mur. Et les voitures, jusqu'à peu, on était dans la même logique. On gardait les mains près du volant, on regardait les yeux sur la route, et il y avait un risque de... sinon, il y avait un risque de se prendre un mur. Et sur les voitures, on va être d'ici... déjà aux États-Unis, ils le sont, mais on va être dans les mois ou dans les années à venir sur une autonomie croissante. Et il y a un moment donné où en fait, les voitures vont savoir faire moins d'erreurs que des humains sur la conduite. Et ça passe par l'autonomie. Donc c'est ce qu'on appelle des IA qui apprennent, qui comprennent le contexte, le monde réel. Et finalement, sur des agents, on va avoir un peu la même logique. Des agents autonomes dans les médias ou ailleurs vont pouvoir aussi avoir une logique d'autonomie, de compréhension du contexte, d'avoir un objectif, que ce que je dois faire, produire un article, faire une veille, et d'apprendre en fonction des retours. Donc toute cette boucle d'apprentissage qu'on voit déjà quand on parle des algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est un peu cette même logique-là. Pour ceux qui sont sur Facebook, Instagram, Twitter, on voit que les algorithmes sont de plus en plus bons pour proposer les contenus. Alors c'est le gros souci aussi, parce que ça crée une addiction et ils sont toujours capables de produire les meilleurs contenus. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans ce qu'on appelle l'IA symbolique, où on paramétrait des règles et on se disait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Pareil, les premières assistances sur les automobiles étaient codées. On est sur des logiques d'apprentissage automatisé avec des boucles de retour. Et on aura donc une logique d'agent autonome. On a pratiquement tous les grands faiseurs d'IA sont en train de lancer des agents autonomes. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT Operator. Voilà, donc Operator, c'est pas forcément le plus brillant. En fait, la différence, c'est que quand vous étiez avec une IA jusqu'à présent, vous posez une question, vous attendez une réponse rapide. Après, il y a eu la partie recherche, c'est-à-dire j'accepte d'attendre 5 minutes et l'IA va réfléchir un peu plus. Donc c'est Deep Search, Deep Research, etc. Où là, on accepte pour avoir une meilleure qualité de réponse d'attendre un petit peu. Là, les agents, on arrive dans une logique, on va les laisser travailler pendant une demi-heure, 1 heure. Enfin, ça va dépendre. Et petit à petit une journée. Donc on n'est plus sur une interaction. Et il interagit, d'ailleurs on le voit pour ceux qui ont essayé des modèles. Alors, il y a Manus, il y a un certain nombre d'autres modèles, même les Gemini, on voit qu'il y a des réflexions qui nous cachent, qu'on peut faire afficher. Mais voilà, il s'autogère, il se prompte, il définit les meilleurs chemins pour arriver à l'objectif fixé. Et donc on arrive alors c'est très fort sur la veille active. Nous aujourd'hui par exemple pour des rédactions on a des systèmes qui font de la veille, alors ça peut être toutes les heures, tous les jours, mais voilà, qui nous poussent des sujets. On peut être sur la pré-production ou la production, donc je parlais tout à l'heure de présentation PowerPoint, on lui donne un sujet, et il va dérouler toute la présentation. Et on peut avoir des logiques de boucle fermée, c'est-à-dire d'autocorrection. Alors l'image à terme, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est une image de... alors c'est pas une image issue de Matrix, c'est une image inspirée de Matrix d'ailleurs. Mais on a cette logique d'agent qui finalement en effet est dans un monde virtuel et travaille de façon autonome. La vision ultime, qui encore une fois, je parle... il n'y a pas de jugement, mais des agents qui contrôlent d'autres agents. Les IA, une des fonctions dont on ne parle pas et j'en ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle le function calling. Les agents aujourd'hui savent dire je ne sais pas faire un PDF, je vais appeler une fonction qui me permet de faire un PDF. Je ne sais pas calculer, dès qu'il y a un calcul, les IA ne savent pas faire. 1 plus 1, c'est très rapidement 3. Donc ils appellent des fonctions qui savent calculer. Et en fait, voilà, donc il y a petit à petit une orchestration qui se fait au niveau des agents.
Une autre tendance alors un peu liée à ça, c'est qu'on va avoir des contenus vivants personnalisés. Donc je suis très film, mais là c'est un peu la vision qu'on a. Alors en fait, en reprenant cette image-là, je me suis rendu compte qu'on avait déjà un peu cette logique-là quand on est sur un iPad, un iPhone. En fait, tout le monde a des contenus et ça se rafraîchit. Et très clairement, on peut être dans des logiques. Alors la seule logique aujourd'hui qui nous empêche d'être totalement dans une logique d'articles vivants, c'est souvent des sujets SEO. Mais progressivement, en fait, on peut avoir. Nous, on travaille dans d'autres domaines, par exemple dans le tourisme. Voilà, il y a des lieux qui ouvrent, qui ferment, qui ont des activités. Et en fait, en permanence, on régénère les contenus pour qu'ils soient à jour, parce que c'est important pour cette partie touristique. Et dans le domaine des médias, sur tout ce qui est sport ou sur des événements particuliers, aujourd'hui, c'est des fils d'ailleurs, mais qui sont mis à jour. On pourrait avoir des logiques d'automatisation de ça. Et l'autre point, alors c'est la personnalisation. La personnalisation, elle peut passer par ce que j'évoquais, c'est-à-dire avant on avait un article pour la presse, après aujourd'hui on s'est adapté assez rapidement à un article qui est fait pour le papier, pour avoir une version pour le web, une version relayée et déclinée pour les réseaux sociaux et même en podcast. Encore une fois, je me répète, mais notre book LM en termes de génération de podcasts est impressionnant. Vous pouvez choisir le nombre d'interlocuteurs, etc. Et là, on arrive à des choses qui font vivre du contenu. Et donc, ça permet, par exemple, le matin, en effet, de le lire sur son téléphone, mais le soir, de le réécouter en version audio. Et donc, on va pouvoir plus facilement consommer ces contenus. Dernière tendance, tout ça est lié aussi. Alors, la question, c'est comment on s'organise avec ces IA. Donc, on parle de rédaction hybride. Et aujourd'hui, alors, ça, c'est pas forcément la nouvelle organisation, mais c'est des exemples d'organisation spécifiques et adaptées avec de l'IA. On a des rédacteurs augmentés, donc clairement des journalistes. Qui peuvent utiliser des copilotes, alors contrôler, maîtriser par rapport à des enjeux spécifiques à chaque média. On va avoir aussi des journalistes qui sont plus sur la data, donc qui vont plus travailler, détecter des signaux faibles. C'est très très fort. Je reprends l'exemple de la Dépêche, mais voilà, avec les IA, ça permet de reparcourir des contenus, trouver des angles et des sujets. Donc pour eux, c'était sur le procès Jubilard, et donc vraiment de retrouver des informations intéressantes sur des objets, etc. Et donc des angles rédactionnels. On va avoir, et on a déjà des équipes mixtes. Il me semble qu'il y a des gens de Ouest France, mais voilà, ils ont mis autour de la table des développeurs, des gens, il me semble, des linguistes, des chefs de projet et des journalistes pour travailler sur des sujets. Donc et c'est souvent la meilleure façon de faire, parce qu'on a besoin de contenu, on a besoin de le mettre en œuvre. Alors ça va évoluer parfois. Il y a 6 mois ou 1 an, c'était très difficile de faire une démo, quoi que ce soit, sans développeur. Aujourd'hui, on peut faire avec du vibe coding, on peut très rapidement arriver à quelque chose de satisfaisant sans ça. Donc voilà, il y aura des ajustements à tous les niveaux, mais à la fin, on voit bien que pour passer en production, il faut tout le monde pour que ça fonctionne. Une logique aussi de rédaction multilingue avec les différents outils et, comme je l'évoquais, des IA un peu autonomes qui vont préparer le terrain, trouver des sujets, trouver des données qui peuvent être intéressantes. Et donc, sur cette logique de rédaction hybride, l'humain, la perception, en tout cas, c'est de le voir comme orchestrateur. Donc, avec jouer sur sa force. J'avais un investisseur qui me disait voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de communiquer, envoyer des mails, etc. Il faut exister, il faut faire vivre l'humain. Et en effet, la force, dans quels que soient les métiers aujourd'hui, c'est le relationnel, ce que peut apporter l'humain par rapport à de l'IA. Et donc il y a plein de choses que l'IA ne saura pas faire ou va le faire de façon factice. Je dois accélérer. 31. Voilà, donc on n'aura pas le temps de tout voir, je suis assez bavard. Il y a un certain nombre de défis. Voilà, je vous laisse les parcourir. On a des nouveaux métiers qui vont arriver, à la fois de prompting, de contrôle, de data. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est auditer rapidement vos processus éditoriaux, lancer des pilotes, tester, investir dans la formation, et tout en affirmant bien une identité éditoriale et bien voir aussi la place de l'humain dans ce monde où il y aura plus d'IA.
Voilà, je vous invite à continuer la discussion. On est au stand 39. Il y a pas mal de choses que je pourrais vous montrer, à la fois des outils, des cas d'usage et des démos. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.